Bonsoir, bonsoir à tous. Donc Tanama de retour, nouvelle saison. Donc nous sommes en septembre et Tanama donc vous revient avec de nouveaux sujets, toujours en accord avec son programme, son projet. Donc Tanama, comme je le savais, est un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, on y évoque le changement, la transformation, l'âme, l'esprit. Donc à travers des sujets au carrefour du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être, du soin, du traditionnel et du médical pour provoquer le changement, la transformation avec positivité, en apportant information, conseils, onguents, solutions, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. Donc cette émission est tout public et vous est proposée par la boîte de production Uma Sawabona en partenariat avec Amalgame Humanis, son partenaire historique, une association caritative originellement et depuis plus de 30 ans en faveur de l'enfance défavorisée, des publics dits empêchés et de lutte contre les violences et les discriminations, notamment LGBTQI-phobes et intrafamiliales. Elle porte 2 lignes d'écoute, la voie arc-en-ciel à destination des personnes LGBT et la ligne prévention suicide, qui est donc le partenaire pour l'émission de ce soir. Donc ce soir, effectivement, nous allons parler du suicide, mais pas que, puisque nous ne voulons pas que, on va pas commencer l'année sur une note démoralisante, mais on va quand même aborder la question pour faire le pari de vous apporter, on va dire, des solutions pour créer ce cocon vertueux, donc qui est donc le thème de l'émission de ce soir. Donc, elle est, je disais, donc c'est le premier magazine de l'année, en collaboration avec la ligne d'écoute prévention suicide, dont on va voir justement le logo et le numéro. Donc, elle a été lancée par l'association Amalgame Humanis le 1er août 2020, donc pendant la crise Covid. Vous appelez au 06 90 598 717 ou vous envoyez un mail contact@prévention-suicide.org et des répondants et des répondantes, comme on les appelle, vous accueillent le cœur ouvert, la main tendue, à votre écoute. Donc voilà donc le commencement de notre échange de ce soir, le suicide, un sujet que nous avons abordé l'an dernier déjà avec un psychiatre pour la première saison de Tanama. Donc dans le contexte de la crise sanitaire, les mots qui nourrissent la problématique suicidaire sont retrouvés gonflés, se sont démultipliés, l'isolement, l'anxiété, le manque de perspective, le manque d'horizon, la sensation de sans doute de sombrer ou de s'abîmer dans un gouffre et bien d'autres causes et symptômes dont nous allons parler quand même en introduction avec nos invités. D'ailleurs, on sait que les personnes âgées, c'est important, on le verra donc avec les chiffres, ont particulièrement souffert de l'isolement pendant justement les phases de confinement. Donc deuxième émission avec la ligne d'écoute, mais nous ne voulions pas, comme je disais, entamer l'année sur une note démoralisante, négative, mais bien sûr l'idée de vous faire le présent, d'ouvrir nos horizons et possibilités en ce début d'année. Donc c'est la vocation de Tanama, n'est-ce pas, d'apporter des solutions longuement pour un meilleur vivre ensemble. Mais d'abord, avec soi-même, n'est-ce pas? Donc, l'émission ce soir vous invite à créer un cocon vertueux pour votre propre transformation. Nous écoutons les actualités, les nouvelles en ce moment, elles sont en général mauvaises. Malheureusement, donc une crise semble en chasser une autre, la crise Covid, on a la variole du singe, maintenant la guerre, la récession économique et l'austérité qui s'annoncent. Comment se préparer? Comment traverser cette année en gardant à l'esprit, que nous devons faire prévaloir notre santé avant et au-delà de tout. Donc, nous en parlons ce soir avec nos invités. Donc, vous aurez des visages connus qui sont déjà venus donc sur différentes émissions. Donc, je vais commencer avec la nouvelle venue sur l'émission, Myriam Laurence, donc à ma droite. Myriam Laurence qui est nutritionniste au CHU. Bonsoir, bonsoir. Myriam. Voilà. Ensuite, à côté, Linda Gobindos, qui a ouvert le bal l'année dernière, donc sur l'émission médecine et spiritualité, donc qui est praticienne en médecine ayurvédique. Puis nous avons monsieur Raphaël Esser. Bonsoir, qu'on a eu donc sur l'émission sur la Maison des Adolescents, donc qui représente également ce soir la Maison des Adolescents en tant que cadre socio-éducatif, et chef de service de la Maison des Adolescents Guadeloupe et Île du Nord, voilà, MDA Gine. Et puis nous avons Andy Thomas, thérapeute Zèbre, HPI, entre autres comédiens, etc., qu'on ne présente plus, qui est coutumier d'ailleurs du plateau, et Prisca Méliorénette, oui, on porte le même nom, c'est ma sœur, voilà, on ne fait pas de mystère, donc qui est éducatrice spécialisée, qui travaille avec l'association Amalgame et qui est également répondante sur la ligne d'écoute, sur les lignes d'écoute de l'association. Voilà, donc
on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais d'abord m'adresser à nos thérapeutes, également à Monsieur Esser. On va donc discuter de l'aspect santé mentale. Alors, tout ce qui est mental, on a tendance à pas trop aimer, n'est-ce pas? Un terme que nous voudrions tous taire, on n'aime pas trop. Il renvoie à la maladie mentale, mais il y a toute une sémantique, j'ai envie de dire, autour de la santé mentale. Puisqu'on sait d'ailleurs qu'il y a une forte prévalence de certaines pathologies en Guadeloupe. Pour voir, avant justement d'en discuter, on voit quelques statistiques de l'INSEE récentes, justement. Donc on va voir un premier insert, on va voir la prévalence de l'état dépressif aux Antilles. On va voir quelques chiffres par sexe et groupe d'âge. Donc ici, prévalence de l'état dépressif aux Antilles par sexe et groupe d'âge. On voit que les femmes ont une très forte prévalence, quel que soit le groupe d'âge. Ce sont les femmes où ça domine, où on a plus de personnes souffrant d'état dépressif. Ensuite, on a l'ensemble, et puis les hommes sont moins nombreux. On atteint quand même plus de 25% chez les seniors, 75 ans et plus. On passe donc au graphique suivant. On va voir la prévalence des 9 symptômes de la dépression aux Antilles. Donc, quels sont les symptômes? L'envie de se faire du mal, lenteur ou agitation, problème de concentration, mauvaise estime de soi, trouble de l'appétit, fatigue et manque d'énergie, trouble du sommeil, tristesse et le manque d'intérêt, donc des activités. Voilà, donc vous regardez l'émission de l'an dernier, donc on voit que le symptôme, c'est la fatigue et le manque d'énergie, le plus fort, disons le symptôme qui a une plus forte prévalence. Donc on va en parler là avec nos invités. Donc on sait, selon l'INSEE, que les plus diplômés sont moins touchés par des symptômes dépressifs. La situation professionnelle et le diplôme influent aussi sur la santé mentale. Ainsi, le taux de dépression est de 13% pour les personnes en emploi, 17% pour les chômeurs et 20% pour les retraités. Cette dernière catégorie est également plus touchée par des problèmes de santé liés à l'âge, notamment les difficultés et les limitations physiques dans les activités du quotidien impactant le moral. La dépression touche 17% des personnes ayant eu au moins un arrêt de travail pour raison de santé, contre 11% pour le reste de la population. Alors, je vais m'adresser d'abord, on va faire la galanterie, les femmes d'abord. Santé mentale en Guadeloupe. Alors, santé mentale, maladie mentale, déséquilibre, troubles. Alors, qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on définit tout ça, déjà, pour nous donner un petit cadre? Prisca. Alors, je commencerai déjà par resituer les choses. Moi, je vais vraiment parler en tant que sophrologue, en tant qu'éducateur spécialisé. C'est-à-dire que j'entrevois les choses à travers le prisme de l'individu, donc de la personne, et donc de la personne dans son environnement, et dans son environnement physique et humain. Pour ma part, je considère qu'il y a une réelle, je vais paraphraser les dires de Monsieur Georges Trésor, qui disait que nous sommes une population schizophrène. Nous sommes une population schizophrène en ce sens que nous ne fonctionnons pas dans le paradigme dans lequel on devrait être. On est des Afro-Caribéens. Je ne suis pas dans une dynamique anthropologique ou historique. On est vraiment dans la réalité des choses, Afro-Caribéens et Afro-Asiatiques, avec un fonctionnement d'Européens. Déjà, pour moi, ça crée déjà le premier déséquilibre, puisque on vient s'alimenter avec des matières premières qui ne correspondent pas à ce dont notre corps a besoin. On mange des choses qui ne poussent pas juste à côté de chez nous pour pouvoir faire court. Premièrement. Deuxièmement, on est éduqué, on reçoit une éducation qui est très éloignée de ce que l'on est, aussi bien culturellement que physiquement, que, j'ai presque envie de dire, génétiquement. Pour moi, ça crée un deuxième déséquilibre. Et on voit, tout doucement, de génération en génération, des problématiques grossir et se répéter. Je pense que monsieur ira dans mon sens. Tous ceux qui sont dans le social depuis un certain temps, on voit les mêmes familles qui reviennent. Les grands-parents, les enfants des enfants. On a des familles de l'action sociale que tout le monde connaît. Et c'est triste, en fait. Ça veut dire que soit l'action sociale est en panne, soit on ne traite pas la vraie cause. Donc pour moi, outre le fait d'être dans un trouble du comportement,
je préfère ce terme-là aux troubles psychiques. Je ne suis pas psychiatre, donc je ne vais pas dans les terrains qui ne sont pas les miens. Je pense qu'il faut déjà parler d'une inadéquation entre ce que l'on est, ce que l'on vit et et nos besoins. D'accord, Andy. Est-ce que vous pouvez préciser la question? La question, en fait, c'est vraiment d'essayer de définir déjà ce que c'est la santé mentale. Parce que bien souvent, alors quand on parle de mental, on va revenir sur la maladie mentale, on sait qu'on a une forte prévalence. On a vu les dépressions, mais on a aussi une forte prévalence de maladie mentale, qui n'est pas le déséquilibre ou le trouble, parce qu'il y a différents types, en tout cas, peut-être d'atteintes psychologiques, comme par exemple la schizophrénie ou la bipolarité chez nous, qui sont très bien majoritairement chez les hommes, je crois. Donc, comment est-ce qu'on peut définir justement la santé mentale en Guadeloupe par rapport justement à ce prisme-là? Alors, je ne sais pas si dans un premier temps, il y aurait une spécificité, une caractéristique de la santé mentale en Guadeloupe. Donc, je répondrai de manière générale. Ce serait l'absence de dysfonctionnement ou de maladie dans la sphère mentale. Voilà. Donc, du moment où on a fait abstraction de ça, je crois qu'on peut parler, on commence à parler d'écologie mentale, de santé mentale, enfin de bien-être mental, s'il s'agit de définir en ces termes-là, pour rester très, très pragmatique. Maintenant, s'il s'agit de trouver des caractéristiques aujourd'hui ici en Guadeloupe et comment faire, j'ai aimé votre introduction où vous disiez justement qu'on ne tombe pas dans quelque chose de négatif aujourd'hui. Mon propos introductif serait de dire que tout est une histoire de focale finalement et dans les statistiques que vous présentiez tout à l'heure, on voit. Alors là, vous étiez sur la sphère professionnelle. C'est vrai qu'il y a une caractéristique qu'on retrouve. Donc la perte d'un emploi, etc., sont des éléments qui effectivement peuvent déstabiliser et donc faire entrer dans un schéma qui serait dysfonctionnant. Mais au-delà de ça, on voit aussi, vous aviez dit que on voyait dans le schéma, que des personnes âgées ou en situation d'isolement étaient aussi les personnes les plus touchées. Je crois que quand on parle de santé mentale, il y a aussi, nous sommes des individus sociaux, donc des animaux sociaux, on va dire, pour reprendre ce Rousseau, et donc nous avons besoin d'interaction. Je crois que du moment où ici en Guadeloupe ou ailleurs, cette interaction fait défaut, on rentre effectivement dans une dynamique qui peut amener donc sensation de fatigue ou d'isolement ou d'éloignement, des personnes qui sont plus proches d'une fin de vie aussi quelque part, donc des questionnements qui sont d'ordre beaucoup plus essentiel et profond que ce qu'on peut avoir à des âges, sans faire de généralisation bien sûr. J'essaie de dresser un tableau qui permet de comprendre pourquoi on peut être perturbé à certains moments. Donc voilà ce que je pourrais dire si on parle aujourd'hui ce soir de santé mentale. D'accord. Monsieur Esser, donc à la maison des adolescents. Je rappelle que la maison des adolescents, je parle un peu vite, elle est sise. On a 2 pôles en Guadeloupe, aux Abymes Morne-Verguin et au Carmel à Basse-Terre. Pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Bien sûr. Donc, est-ce que... Alors, on aurait aimé avoir justement des psychologues de la MDA qui n'a pas pu être là ce soir. Mais comment ça se passe justement donc à la maison des adolescents? Vous êtes adolescent jusqu'à 25 ans. Ça m'a fait sourire, donc je le précise. Comment est-ce qu'on prend en charge justement peut-être, j'ai plutôt envie de dire, des déséquilibres qui peuvent advenir chez les jeunes, justement, d'un point de vue mental, dans la sphère mentale, comme disait Monsieur Thomas. C'est vraiment... chaque situation est très personnelle, individuelle. C'est vraiment à la carte, en fonction de la situation du jeune, de sa problématique. Il y a tout d'abord une première rencontre pour un peu évaluer la situation du jeune et des fois aussi de sa famille. Et en fonction d'eux, au fur et à mesure, donc peut-être qu'il peut y avoir un deuxième rendez-vous. Donc si des fois il y a urgence au sens propre du terme, donc on est amené, comme j'ai envie de dire n'importe quel service, à orienter vers les urgences pédiatriques. Je parle bien par exemple de jeunes qui ont des idées noires, très 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 noires. Sinon, de manière un peu plus large, ce jeune peut être amené à avoir des professionnels un peu plus spécialisés en santé mentale. Ça peut être un psychologue clinicien, ça peut être un médecin pédopsychiatre de la structure, ou alors on peut aussi évaluer certaines problématiques de santé mentale, mais qui ne nécessitent pas spécialement de suivi d'un thérapeute, mais on pourra mettre en place des actions, des activités qui vont concourir à travailler sur la santé mentale du jeune en question, et aussi des fois de la famille.
Donc, est-ce qu'on peut dire aussi, alors quand on avait parlé de l'AMD, on avait parlé aussi de l'adolescence, puisque l'adolescence est quand même une phase sensible chez l'individu, puisque une phase de transformation, d'adaptation, puisqu'on change d'établissement scolaire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent au moment de l'adolescence, le corps change, les hormones, etc. Est-ce que finalement, il y a beaucoup de troubles, et même avec la crise dont on sort, si on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup de troubles chez les jeunes ? Je parle justement à toutes les personnes qui prennent en charge justement des jeunes. Est-ce que vous avez eu beaucoup de cas peut-être de troubles liés justement à cette crise sanitaire? Suite à oui, forcément, je veux dire, alors beaucoup, là encore, si ce serait par rapport à quel élément de référence, mais oui, on en a. Moi, dans mon cabinet, j'en ai reçu, c'est vrai. Je pense que cette crise, de toute façon, a impacté de manière générale. Là, ce qu'on retrouve souvent, je parlais tout à l'heure des situations d'isolement, c'est aussi la perte de repères pour beaucoup. Cette crise a remis en cause énormément des repères qui faisaient peut-être partie de schémas, j'ai envie de dire, passés aujourd'hui, donc un peu obsolètes. Et c'est vrai que cette mise en question de ces repères ont provoqué des questionnements chez les jeunes. Il y avait aussi pour beaucoup, alors moi, ils étaient beaucoup... je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas pas loin des périodes de bac et d'examen, de choses comme ça. Donc ceux qui avaient des échéances particulières à cette année remettaient forcément énormément en question et leur avenir et le moment, et aussi pour beaucoup, et ça on n'en a pas toujours conscience, mais leur rapport même à l'école souvent a été complètement revu et bousculé. Et donc forcément c'était toute cette perte de repères que vous ajoutez, comme on l'a dit tout à l'heure, à cette période particulière du développement de l'individu qui est l'adolescence. Donc forcément, il y avait des traumas pour certains, il y avait d'autres des envies suicidaires, c'est vrai aussi, on a dû en accompagner, et d'autres qui ont commencé aussi à physiquement aussi, à essayer de crier, je veux dire, leur détresse en se marquant physiquement. Très bien, Prisca. Je passe à Monsieur Esser. Alors, je dirais un petit peu dans la dynamique de Monsieur Thomas, la violence, il y a une sorte de violence, enfin, comment dire, à l'adresse des parents. Il y a beaucoup de parents qui ont souffert un peu de la détresse de leurs enfants, qui est un peu des enfants. On a eu beaucoup de violences intrafamiliales, beaucoup de jeunes qui effectivement s'abîmaient. Et quand je dis s'abîmer, c'est en se mutilant, mais ça peut être aussi des consommations de produits et des comportements à risque. Donc je parle de consommation sexuelle très tôt, puisque la rencontre était devenue tellement rarissime que quand ils se voyaient, je pense qu'ils en profitaient de façon un peu maladroite. On a eu des chiffres juste très très alarmants. Aussi bien pour les infections sexuellement transmissibles que pour simplement des consommations exacerbées de sucre, par exemple. Moi, j'ai découvert les pailles à sucre dans les écoles. Je ne connaissais pas. Des pailles à sucre vendues moins d'€1. Moi, je trouve ça juste hallucinant que ce soit autorisé devant les établissements scolaires dès 6h30 du matin. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la recrudescence de violences, donc je le disais, intrafamiliales. Et donc, du coup, des enfants qui se retrouvaient dans des environnements où ils avaient envie simplement de fuir. Et les lignes d'écoute n'ont plus été celles seulement pour les populations LGBT. Elles ont été vraiment ouvertes à l'ensemble des personnes qui souhaitaient une oreille attentive parce que les services sociaux étaient débordés. Ça n'est pas tout à fait redescendu. Ça prend juste d'autres formes, en fait. Et pour moi, il y a le... Alors ça, c'est une phrase qu'on entend énormément, mais qui est vraiment réelle. Il y a l'avant et il y a l'après-Covid. Il y a un impact réel sur les comportements et les jeunes vont devoir se réadapter et réapprendre à vivre avec une réalité et un corps qu'ils vont devoir se réapproprier doucement, je pense. D'accord. Monsieur Esser. Je vais un peu paraphraser les deux autres invités. Moi, les éléments que j'ai, c'est à partir de différents partenaires avec lesquels on travaille, puisque la MDA est un réseau de différents partenaires opérateurs qui travaillent en direction des jeunes et des familles. À la rentrée 2021, dès le mois de septembre,
le rectorat, la région académique. On était sur une réunion sur Zoom mi-septembre avec les infirmiers et médecins scolaires et ils étaient extrêmement alarmés de la situation des jeunes. Rappelons-nous que l'année dernière, à cette même période, beaucoup avaient perdu des membres de leur famille, puisque ça avait été un mois d'août très funeste en Guadeloupe, mais en plus des décès aussi, justement, la résultante du Covid. Donc, d'énormes inquiétudes au niveau du rectorat dans les établissements du second degré, pour ceux avec qui j'étais en contact, et mes collègues des CMP, donc des centres médicaux psychologiques qui accueillent aussi bien les jeunes que les parents, où les chiffres avaient énormément gonflé durant cette période du Covid. Et donc, en ce qui nous concerne, nous, à la MDA, effectivement, alors on n'a pas d'éléments de comparaison puisqu'on a ouvert l'année dernière en septembre 2021, mais beaucoup de situations avec des états dépressifs, des jeunes en phobie scolaire, des jeunes qui vraiment ne voulaient plus retourner à l'école pour différentes raisons, et aussi dans la structure familiale avec des relations extrêmement compliquées et conflictuelles et qui correspondent à cette période du Covid. D'accord, très bien. Alors, on va avancer. On rappelle que là, on parle quand même de choses qui nous affectent. Il faut parler du problème pour proposer les solutions, justement. Donc, maintenant, je vais me tourner vers nos deux expertes en alimentation, justement. Alors, un lien, en faisant des lectures pour préparer l'émission, le lien est fermement établi, oui ou non, selon les chercheurs, selon, les nutritionnistes. Bon, est-ce qu'il y a un lien réel entre alimentation et santé mentale? Bon, il est bien documenté dans certains cas, par exemple, la capacité d'un régime en graisse et en glucides, le régime cétogène, a tendance à réduire la sévérité des crises d'épilepsie. On va dire que l'effet d'une carence en vitamine B12 sur le développement de la fatigue, des troubles de la mémoire et de la dépression. Les avantages du régime méditerranéen, riche en légumes et en huile d'olive pour la santé mentale, comme prévention contre la dépression et l'anxiété. Alors, on va avoir une citation à l'écran qui est donc de Isabelle Liu, qui est docteur en nutrition au Canada, donc qui écrit dans le Journal de Montréal. Tous les aliments qu'on ingère affectent la composition de notre microbiote intestinal. Notre microbiote intestinal et notre cerveau interagissent constamment par l'axe intestin-cerveau. Selon le type d'aliment ingéré, les micro-organismes intestinaux produisent des métabolites. On va vous expliquer tout ça, qui affecte notre santé mentale. Chez les personnes souffrant de maladies mentales, de dépression, de troubles alimentaires et de stress post-traumatique, on observe une altération du microbiote intestinal par rapport à la composition, la diversité, le nombre des bactéries. On va expliquer tout ce que ça veut dire. Donc déjà, la première question que je vais poser donc à Linda Gobindos et Myriam Laurent, c'est quel est le lien entre alimentation et santé mentale finalement, selon vous? Ouais. Alors, dans la médecine ayurvédique, déjà, on considère qu'un individu, c'est pas juste un corps physique. Donc, chaque individu possède un corps physique, un mental et un cœur émotionnel. Donc, quand on regarde un individu, on va toujours le prendre dans sa globalité. Donc, le mental fait partie intégrante d'un individu. Et quand on parle d'alimentation, pour nous, en Ayurveda, l'alimentation aura un impact sur le mental obligatoirement, puisque les trois aspects de l'individu sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, si on ne mange pas convenablement, on peut ressentir, par exemple, une agitation au niveau du mental. Ou encore, on peut ressentir... Donc, l'agitation pourrait donner des choses comme de l'anxiété, par exemple, ou bien, je ne sais pas, des crises de colère, de la schizophrénie. Si on consomme des aliments qui auront tendance à nous alourdir ou à nous encourager dans le négatif, parce que ça existe, par exemple, manger de la viande selon l'Ayurveda, qui est un aliment où l'aliment est déjà mort, en fait, c'est la chair d'un animal mort. Cette énergie-là, lorsqu'on va la consommer, ça va nous tirer un peu vers le bas. Et donc, on aura tendance à plus facilement développer des choses plus sombres au niveau du mental, comme par exemple la dépression. Donc, quand on parle d'alimentation, automatiquement, on va regarder l'impact que les aliments qu'on va manger auront sur notre mental. Là, je vais parler en termes d'énergie, puisque, en fait, Myriam va parler en termes de langage scientifique avec nutriments et microbiote. Moi, je vais parler avec le langage ayurvédique qui est basé, en fait, sur les éléments de la nature. L'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Quand on parle du mental, on fait référence à l'élément air. Donc l'air, c'est le mouvement. Donc quand on pense à quelque chose, nos pensées en fait génèrent en fait un mouvement dans notre corps. Et ça, c'est totalement lié à l'élément air. Et pour équilibrer l'élément air, quand il y a une agitation, on va recommander des aliments qui sont près de la terre.
Donc des choses comme par exemple les glucides ou encore les lipides. Donc manger des noix, manger des racines, manger des choses qui vont nous ancrer. D'accord. On va revenir dessus tout à l'heure justement sur les solutions. J'avais préparé un petit visuel justement pour l'ayurvédique. On va y revenir. Donc Myriam, selon toi, donc la relation entre alimentation et santé mentale. De toute façon, alors Linda et moi, nous parlons diététique, sauf qu'on a deux biais différents. La pratique de l'Ayurveda est ancestrale. La pratique que moi j'ai est la diététique dite un peu occidentale, qui prend sa racine dans les recherches scientifiques occidentales. Mais de toute façon, les conclusions sont assez semblable à celle de l'Ayurveda d'une certaine façon. Pour revenir sur la santé mentale, quand on parle, la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, un état de santé est un état complet de bien-être physique et mental et sociétal aussi. C'est-à-dire que quand on évolue dans une société, je reviens à ce que disaient nos prédécesseurs tout à l'heure, il suffit quand même d'être dans un groupe, dans un système social, dans une famille, dans une association, pour que les stades de santé mentale suivent. En tout cas, en termes d'actes alimentaires, moi je pense que évidemment que l'alimentation a sa place, puisque ce que nous ingérons, ce sont des aliments, oui, mais porteurs de nutriments qui servent à apporter à l'organisme tout ce qu'il faut pour un bon fonctionnement, tout simplement. Donc, de toute façon, tout ce qui est cérébrale, en tout cas santé cérébrale, aura une incidence sur la santé mentale d'une certaine façon. Donc oui, forcément, il y a un lien entre alimentation et santé mentale, oui. D'accord. Alors, autre fait qui peut donc aller dans ce sens, bien nous certifier qu'il y a un lien entre santé mentale et alimentation, ce sont justement les troubles alimentaires. Donc, certaines formes, deuxième citation, certaines formes d'anorexie. Donc, j'ai pris l'exemple d'anorexie, mais j'aurais pu prendre l'exemple de la boulimie, par exemple. Certaines formes d'anorexie ou l'obésité nous confrontent à des événements du corps qui indiquent une rupture radicale du rapport du sujet avec sa propre image narcissique. On va y revenir tout à l'heure avec nos spécialistes du mental, de la psyché. Il arrive que l'anesthésie anorexique soit poussée à l'extrême, produisant ainsi non seulement une désexualisation hystérique du corps, mais aussi une dévitalisation diffuse, une sorte de séparation du sentiment vital. Lacan, qui est un scientifique, un philosophe, décrit cet aspect dans les complexes familiaux de façon encore plus radicale, en assimilant l'anorexie aux tendances toxicomanes les plus sévères, qui sont aussi des formes de suicides très spéciaux, des suicides non violents, des suicides différés. Donc voilà le lien justement avec notre émission de ce soir, c'est qu'il y a des personnes aussi qui, par le biais de l'alimentation, ou même j'ai même envie de citer, il y a eu un film très bien sur ça, très bien, qui s'appelle Living Las Vegas, avec cet homme justement qui boit jusqu'à en mourir. C'est montré qu'il y a plusieurs façons aussi d'atteindre finalement son instinct de vie, son instinct vital, c'est par l'alimentation, c'est-à-dire ce qu'on peut ingérer qui peut détruire l'organisme et donc il y a un lien. Et donc là, je vais poser la question à tout le monde, justement, troubles alimentaires, anorexie, boulimie. On sait qu'en Guadeloupe, on a quand même des problématiques alimentaires, de santé en tout cas liées à l'alimentation. On sait qu'on a le diabète, on a l'obésité, de plus en plus, beaucoup chez les femmes. Et puis on a des cas de boulimie, peut-être plus que d'anorexie. En général, c'est lié, les deux. Qu'est-ce qu'on peut en dire avant de passer justement à nos solutions, justement? Alors, est-ce qu'on peut dire justement des troubles alimentaires? Alors moi, je ne me positionnerai pas en tant que spécialiste, mais plutôt faire part de ma clinique, de ce que j'observe sur le terrain. On a réellement, je vais partir d'un état, d'un constat. La première chose qu'un être vivant fait au sortir du ventre de sa maman, c'est d'aller à la mamelle, c'est de s'alimenter. Pour moi, on est vraiment dans l'essentiel de l'existence de l'homme, en fait. Et je pense qu'on a perdu cette notion qui est de choisir ce que l'on porte à la bouche. Je veux dire, ce geste de porter à la bouche devient vraiment une habitude. C'est un réflexe.
Sauf que ce réflexe a été associé à de la malnutrition, de la sous-nutrition ou une absence simplement de nutrition. Les gens se contentent d'avaler, en fait. On ingère des choses et la boulimie commence comme ça. Du moment où on se sent rempli et qu'on peut se vider, c'est l'essentiel, quel que soit ce qui est avalé. Et je pense que c'est pareil pour l'information, c'est pareil pour la chose intellectuelle. Hein. On a perdu cette notion de pouvoir... Peut-être qu'elle n'est pas acquise non plus. Voilà. Mais quand je dis qu'on l'a perdu, c'est parce il fut un temps, une transmission entre les aînés. En tant qu'éducateur spécialisé, on travaille le lien parent-enfant, on travaille le lien grand-parent-enfant. Quand le parent est défaillant, on a perdu cette facilité que l'on avait d'avoir une information parce qu'on avait un aîné ou tout du moins un référent, à défaut d'un aîné, qui pouvait nous donner la bonne information. Donc, on est dans de l'instinct. C'est très instinctif que de porter à la bouche. L'enfant porte le jouet à la bouche comme il peut récupérer un coquillage et le mettre à la bouche. Hein. C'est la chose la plus naturelle qui soit. Maintenant, c'est questionner ce que l'on met. Et je pense que le trouble vient quand on commence à le faire de façon complètement irrationnelle, de façon complètement déraisonnée, et que ça ne correspond plus à un besoin naturel. Je rappelle que naturel vient de natura, qui veut dire engendrer. Normalement, quand on a un réflexe naturel, c'est pour nous permettre de nous renouveler, de nous nourrir dans tous les sens du terme. Et je pense que le trouble commence ici, quand il y a une absence de transmission. L'enfant apprend à se nourrir parce qu'on lui montre, en fait. Instinctivement, il va aller à la mamelle, mais choisir son repas, c'est parce que le parent lui montre. Et c'est là, en fait, que le bas blesse, et que beaucoup de travailleurs sociaux, psychologues, thérapeutes de tout genre se basent en ce moment, c'est réapprendre aux parents à amener la saine, je dis bien saine information à l'enfant pour qu'il puisse savoir ce qu'il fait. Et tout ceci combiné à un mal-être ambiant, une angoisse perpétuelle et la culture de la peur. Hein. Pour moi, le Covid a juste installé ça. C'était déjà le cas. Ça s'est installé. On est dans la culture de la peur et un rien nous fait décompenser, en fait. On n'a plus cette solidité. Bon, je reviens à ce que Linda disait. Quand on se nourrit, on prend une certaine dose d'énergie. Si on ne se nourrit pas de bonnes choses, on ne peut pas avoir l'énergie nécessaire pour rebondir, pour faire preuve de créativité quand on a une difficulté. Donc, oui, pour moi, le trouble vient de ce manque, de cette absence de transmission. Est-ce que quelque part aussi, donc je vais poser la question à Heidi et Monsieur Esser et bon, tous nos invités sur le plateau, est-ce que finalement aussi la sédentarisation causée par le Covid, parce que je pense que la malbouffe, le fast-food, je veux dire, c'était quand même le moment où tout le monde mangeait, quoi. De toute façon, la sédentarisation était déjà présente bien avant l'effet Covid. Hein. On avait déjà un problème, même pas que sur la Guadeloupe, mais de manière assez générale, on a un souci de sédentarisation. Pour venir sur ce que disait Prisca, en fait, l'acte alimentaire est en fait intégrateur. On mange normalement dans le cocon familial. On parlait de cocon vertueux. Manger est un moment de partage. C'est aussi, c'est l'expression presque du désir de vivre, hein, finalement. Et en général, quand c'est structuré avec la famille ou les amis, c'est là qu'on échange et tout ça. Donc, le fait de manger, oui, c'est pour s'apporter des nutriments, mais aussi, en tant qu'individu, pouvoir se nourrir d'autres façons. Je pense que Linda sera d'accord avec moi aussi. Et du coup, dès qu'il y a cette déstructuration de l'acte alimentaire qui devrait se faire vraiment avec les gens, la convivialité, il peut y avoir l'isolement. Et c'est à partir de là qu'il peut aussi y avoir, d'une certaine façon, des changements et dans les troubles, dans les comportements alimentaires tout simplement. Donc, alors moi, je ne suis pas spécialisée dans les troubles alimentaires, mais de toute façon, dès qu'il y a des structurations d'une certaine façon, que ce soit le chômage ou un problème familial, là, du coup, il peut y avoir cette deuxième partie où le trouble alimentaire peut arriver. Et là, dans ce cas, l'acte alimentaire devient plutôt autodestructeur. Et à partir de ce moment-là, on mange, donc pour revenir à ce que Prisca disait, on mange pour se faire plutôt du mal ou pour
exprimer d'une certaine façon son mal-être, son mal de vivre. Et ça peut être aussi une alimentation avec la junk food, mais ça peut être aussi la consommation de toxiques, l'alcool, le tabac à outrance, et même des fois des choses qui ne sont pas des aliments. Il y a des gens qui peuvent manger de la terre ou autre chose. Donc c'est sûr qu'à partir de ce moment, l'idée c'est de retrouver nos structurations, quelles qu'elles soient, en tout cas, même si on ne peut pas revenir à un état initial, mais en tout cas reconstruire autour de l'individu, de manière à ce que l'acte alimentaire puisse aider la personne à rebondir en fait. D'accord. Andy, Linda, qui veut intervenir? Alors, en Ayurveda, on va d'abord, souvent quand les gens ont des troubles de l'alimentation, c'est souvent lié à quelque chose d'émotionnel. Donc, comme par exemple, Myriam expliquait, quand les habitudes alimentaires autour de la table avec la famille, ça crée en fait des liens, ça crée des connexions, ça crée une reconnaissance de la famille quand il y a des interactions. Quand l'enfant ou même un adulte perd ça, il se retrouve confronté à lui-même. Il y a peut-être un sentiment d'abandon, il y a peut-être un manque de confiance qui se crée. Et à partir de ce déséquilibre émotionnel, eh bien, il va chercher à se nourrir ou retrouver un équilibre quelconque ou à se réconforter aussi au travers de l'alimentation. Et à ce moment-là, le but principal de l'individu, c'est surtout de s'équilibrer émotionnellement. Donc, il ne va pas vraiment regarder qu'est-ce qu'il avale. Il a juste besoin de sentir qu'il est comblé et peut-être reconnu ou avoir cette sensation d'être rempli, puisqu'il ressent un manque et un vide. Donc, dans ces cas-là, nous, la première chose qu'on va identifier, c'est pourquoi il y a ce déséquilibre émotionnel qui aura un impact sur son mental et qui va en fait perturber son comportement face à l'alimentation. Donc, dans ces cas, en Ayurveda, en général, on va toujours chercher la racine du problème et ça va être du cas par cas pour chaque individu. Donc, ça se fera lors d'une consultation. Ce que je dirais, évidemment, c'est complémentaire, mais de ce qu'on est en train de dire, il est intéressant, enfin, en deux volets, en tout cas une démarche thérapeutique. On a parlé de la conception holistique de l'individu, c'est-à-dire que là, très clairement, je crois qu'on est en train de démontrer qu'il y a des liens, que ce soit par nos pratiques différentes, qui sont juste des perspectives et des approches souvent complémentaires, mais voilà, un peu différentes. Mais en tout cas, l'individu, quand il est pris dans sa globalité, donc dans une démarche holistique, je crois que ce lien n'est pas à démontrer. Donc nous, dans un accompagnement, bien souvent, je crois que ce qui est important, on a parlé de l'alimentaire, des dysfonctionnements, mais parfois on peut être aussi par méconnaissance. Toute notre dynamique est de faire émerger des choses à la conscience. Et je crois qu'on l'a dit un peu, et c'est dans l'acte alimentaire, quand il devient conscient, que ce soit dans son contenu énergétique, dans son rapport d'intégration, comme tu disais, donc c'est-à-dire dans la sphère sociale, ou ce qu'il représente même pour l'individu, je crois que quand on remonte des choses à la conscience, forcément, la démarche thérapeutique peut se mettre en place. Et donc tout à l'heure, on parlait de rééquilibrage émotionnel, c'est vrai, Linda le disait, parce que quand on est dans cette dynamique, mais je crois que déjà, là, si on doit aborder des solutions, en tout cas, ce serait de conscientiser cet acte et ce rapport entre justement santé mentale et apport nutritionnel, alimentaire, etc. Je crois que pour beaucoup, là on est parti comme une évidence, mais pour beaucoup ça ne l'est pas. Et je crois que simplement déjà de faire conscientiser, beaucoup de nos actes finalement sont gérés par l'inconscient, et quand on fait remonter à la conscience, mais déjà on peut à la fois mettre le point sur effectivement des raisons émotionnelles, ou alors sur une méconnaissance, ou alors sur un manque d'information sur la composition alimentaire, etc., ou entre les liens qu'il peut avoir effectivement entre les traumas et la manière de s'alimenter. Donc voilà, c'est ce que je voulais de manière complémentaire faire voir, qu'il déjà une démarche de conscientisation permettait, une fois qu'on a accepté ce lien entre s'alimenter et le bien-être mental, mais permettait justement de commencer peut-être à mettre en place une analyse qui peut être salvatrice. Voilà. Alors on va faire une petite pause avant de passer justement au moment qu'on attend, c'est-à-dire Longan, les solutions qu'on va vous proposer. Donc on prend une page de pub et on revient tout à l'heure. Nous voilà de retour donc pour la deuxième partie de Tanama, donc qui ce soir est dédiée en fait à la ligne d'écoute prévention suicide, mais on veut justement prévenir. On vous a parlé justement de la problématique suicidaire, des problématiques de santé mentale en Guadeloupe et aussi des troubles alimentaires. Tout ça pour vous apporter maintenant des solutions. Donc là, on va mettre un peu d'onguent sur tout ça. On va essayer de soigner tout ça. Qu'est-ce qu'on peut? Donc on va commencer par les alicaments ou les aliments anti-stress. Alors on va voir quelques images qui sont malheureusement très européocentrées, puisque ce ne sont pas des images issues
de la Guadeloupe, mais ça donne envie quand même. Là, on voit des belles assiettes avec, donc a priori, des aliments anti-stress. Donc là, on a de l'avocat, on a des mûres, on a des noix, on a des baies de goji, du chou. La suivante, betterave, ouais, la banane. Voilà, on voit que c'est en France parce que personne ne coupe sa banane comme ça. Bref, la goyave, donc c'est local, le cacao, une noix de cajou. Il y a des bonnes choses quand même. Voilà, ça donne envie alors. Alors, je m'adresse justement d'abord à Myriam. D'abord, quel serait justement déjà pour vous proposer un petit panier d'aliments anti-stress? Alors, j'aurais aimé donner le panier anti-stress avec tout ce qu'il faut, mais je vais préférer rester pratico-pratique, parler vraiment d'une manière très générale, puisque là, on s'adresse à tous les publics, à tous les âges, à tous les budgets. Et donc, l'idée, c'est de faire avec déjà ce qu'on a. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour manger, avoir une alimentation équilibré, dit équilibré, ce qu'on recommande en général, c'est qu'il faut manger sain, donc des produits le plus naturels possible, si possible fait maison, c'est encore mieux quand c'est les repas. Et il faut aussi que ce soit très varié, c'est-à-dire tous les groupes d'aliments dans la mesure du possible, à mesure des tolérances des individus, et puis pouvoir manger de manière structurée plusieurs repas par jour, dans le meilleur des cas. En tout cas, c'est ce que nous on recommande. Ça, c'est vraiment pour une population dite générale. Après, l'idée, c'est de manger. Quand on parle d'alimentation variée, justement, c'est d'apporter un maximum de bienfaits de chaque aliment qu'on prendra. Et c'est en cela que moi, je vais jamais diriger sur mange ça, plus ça, plus ça, plus ça, ne pas donner une formule toute faite, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens mangent, point, et ne pas s'arrêter sur un produit en particulier en disant je vais m'arrêter sur celui-là parce qu'il va m'apporter ce que je veux. Si on apporte un petit peu de tout, normalement, on a ce qu'il faut pour une bonne nutrition mentale, pour pouvoir recréer les bonnes hormones, la sérotonine, pour pouvoir refaire... voilà, qui est régulatrice de bonne humeur, voilà, qui est bonne pour un meilleur sommeil. Et donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir des aliments qui sont riches en protéines. Déjà parce que, pour reparler de la prévention suicide, des personnes qui ont un comportement alimentaire un petit peu difficile ou avec même un refus de s'alimenter, ben, il y a ce risque de dénutrition. Donc, la dénutrition, c'est quand une personne ne mange pas suffisamment et que du coup le corps est en train de perdre ses muscles et ça peut aller vers de l'altération de l'état général carrément. Donc là il faut manger point, et manger surtout des protéines qui vont apporter des vitamines du complexe B, qui vont apporter du calcium, du magnésium, des choses comme ça, et des aliments qui donnent tout ceci. Ça sera tu as montré dans tout ton panel, évidemment, il y aura des céréales, il y aura des oléagineux. Tu as parlé de la noix de cajou. On parlait tout à l'heure en off de la noix de coco, mais je vais laisser Linda parler de tout ce qu'elle a d'intéressant à nous dire aussi. Et d'apporter des fruits et légumes aussi pour les vitamines, pour les minéraux. Voilà, manger de tout et avec des repas structurés. Donc, un repas structuré, c'est avec un petit peu de tout, beaucoup de fruits et légumes, sa portion de protéines, qu'elle soit végétale ou animale, en fonction de la personne, et puis évidemment son féculent, qui va apporter des glucides pour donner de l'énergie, pour tenir toute une journée. Donc voilà, moi je préfère vraiment parler déjà de manière générale et de manger ce qu'on peut, en fonction de ce qu'on aime et de ce que le corps tolère, tout simplement. Et donc par rapport justement à, on disait la question des bourses, parce qu'on va rentrer à la crise économique, mais bon, on peut manger très bien, j'allais dire même en contexte de crise économique. L'idée, c'est quand on dit manger naturel, on en parlait en off. Naturel, c'est pas je vais dans mon magasin bio acheter des saucisses de soja. Excusez-moi, je dis les choses clairement. Saucisses de soja aromatisées au bacon, ça n'a pas de sens. C'est pas naturel. Donc même si c'est du soja, c'est transformé. Forcément, ce qui est transformé n'est pas naturel. Donc, naturel veut dire quoi? On va au marché, par exemple. Veut dire manger simple. Manger l'aliment sur sa forme la plus naturelle possible, c'est-à-dire le fruit qu'on peut cueillir, le légume qu'on peut sortir de terre. Et mieux plus ce sera simple, mieux ce sera, en fait. C'est ça, quand on dit de manger simple, on ne demande pas d'être des cuistots, de faire de la gastronomie. On demande de pouvoir faire des aliments, des repas avec des aliments. Et donc,
donc, dans ce cas, plus c'est simple et en général, c'est censé être intéressant. Donc, quand on a la chance d'avoir un potager ou de vivre à la campagne et que le voisin peut donner un fruit à pain, une patate douce, ça c'est le meilleur des cas, le meilleur des contextes, je pense, aux Antilles. Mais après, on fait avec ce qu'on peut. Et puis, l'essentiel, c'est d'avoir quand même des aliments de bonne facture qui vont donner des nutriments et pas que des calories avec des choses, comme tu disais, ultra transformées qui ne vont pas apporter ce qui est. Parce que justement, là, on parle de la rentrée. Quand on envoie les enfants à l'école, qu'est-ce qu'on leur donne à manger déjà pour qu'ils soient... on va prendre des biscuits sucrés parfois, des chips, enfin des choses qui sont pas chères, abordables. Mais est-ce que c'est la meilleure des choses? Des chips au petit déjeuner, c'est un petit peu compliqué. Non, mais même à 10 heures à la récréation. Non, mais ça, c'est en fonction de chacun. Alors, un fruit dans le sac, dans le meilleur des cas, une banane, ça reste dans son emballage naturel, c'est super. Une petite compote, si on ne peut pas avoir des fruits frais, par exemple, sans sucre ajouté, ça fonctionne aussi. Quand on est à la maison, on veut une collation, un yaourt, que ce soit yaourt normal ou un produit qui serait dit équivalent, mais en tout cas avec des aliments végétaux, quand on ne peut pas prendre des protéines animales, ça fonctionne aussi. Et ne pas aller sur l'empaquetage, chips et tout ça, qui là, du coup, va apporter des mauvaises graisses, du sel. On a un souci d'hypertension en Guadeloupe. Donc voilà, donc l'idée, on peut faire des petites collations ou des repas, même s'ils ne sont pas énormes, mais avec un petit peu de tout. Et du moment qu'il y a de la couleur, je pense que c'est la meilleure manière d'avoir ce qu'il faut dans l'assiette. De donner... Oui, donc avant de passer la parole à Linda, on va voir justement un petit visuel que je suis allée dénicher, que Linda va nous commenter. Ah ouais, alors, donc c'est les modes d'existence. Les modes d'existence de l'Ayurveda. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est pour la fin. Mais vous pouvez voir le numéro de Linda si vous voulez l'appeler ou prendre rendez-vous avec elle. Non, on avait un visuel, les modes d'existence, avec très coloré. C'est un cercle. Voilà. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce qu'en lisant ça, justement, Alors, prakriti, ça veut dire en fait constitution. Donc c'est la nature même de chaque individu. L'Ayurveda considère qu'on est tous uniques. On ne fonctionne pas tous de la même manière et on n'a pas besoin des mêmes choses pour trouver un équilibre. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Il faut que chaque individu puisse faire connaissance avec lui-même. Pas nécessairement écouter ce que les autres disent sur lui pour se définir, mais apprendre à écouter de l'intérieur et découvrir qui il est de l'intérieur. Et donc ça va correspondre à son prakriti, donc sa nature de base. Et quand on voit écrire Rajas, Sattva et Tamas, ça ce sont les énergies du mental. Donc en fait, j'imagine que ce cercle en fait parle du mental. J'ai dit tout à l'heure qu'un individu, d'un point de vue de l'Ayurveda, c'est le physique, le mental et l'émotionnel. Et là, on fait un focus sur le mental. Donc ce sont les trois énergies qui régissent le mental. Rajas, c'est l'énergie d'agitation. Donc l'énergie feu, quand je parlais tout à l'heure d'anxiété ou de colère ou de schizophrénie, des choses où on peut être violent. Et donc à ce moment-là, ce sont des individus qui auront besoin de retourner à l'état d'équilibre qui est Sattva. Sattva, c'est quand on est un peu comme Bouddha, qu'on est calme, qu'on est posé, qu'on est cool, qu'on est dans le lâcher-prise. Tamas, c'est l'énergie où on est dans le côté sombre et obscur. Donc quand on rentre par exemple en dépression, qu'on veut plus quitter sa maison, qu'on a des pensées très très négatives en fait. Je parlais tout à l'heure de manger de la viande. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande, hein. Mais c'est cet état où le mental, on sent qu'il ne veut plus faire quoi que ce soit, il ne sait plus c'est quoi la joie, l'enthousiasme. Et donc il faut retirer la personne de cet état mental qui est plutôt pour nous alourdissante et l'emmener un peu plus vers Sattva, qui a encore cette énergie lumineuse en fait. Sattva, c'est le savoir, la connaissance, l'équilibre mental, c'est l'apaisement, l'enthousiasme, la joie, tout ce dont on rêve en fait pour notre mental, les pensées positives. Et sur le plan de l'alimentation, Mimi a déjà donné beaucoup de conseils, mais les aliments décrits en Ayurveda pour attirer un peu plus cette énergie sattva sur notre mental, ça serait d'augmenter tous les aliments qui vont apporter de la stabilité au niveau du mental. Et ce sont des aliments en général qui poussent près de la terre. Donc, bien évidemment, avoir une assiette variée, mais il faudra peut-être mettre des choses comme des féculents de chez nous,
Je donne beaucoup d'importance à consommer des aliments qui poussent en Guadeloupe. Ça, c'est ce qui nous correspond. Nous, en Ayurveda, on recommande de manger ce qui pousse près de chez nous, comme l'a dit Priska tout à l'heure, parce que c'est ce qui va permettre à notre corps de s'adapter à cet environnement. Donc, on a des patates douces, des ignames, des madères. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Nos bananes jaunes, le fouillapin, Myriam l'a dit tout à l'heure. Ce sont des choses à mettre dans votre alimentation régulièrement. En plus, les giromons, tout ça, ça pousse près de la terre. Donc, ça va vous apporter de la stabilité. Ensuite, des choses comme les matières grasses. En Guadeloupe, on en a. Tout à l'heure, Myriam a parlé de la noix de coco. Donc, la noix de coco, nous avons des noix de cajou. Nous en avons parlé tout à l'heure, nos amandes pays. Qui c'est qui mange ça? Ça se gaspille encore beaucoup, malheureusement. Il ne faut pas hésiter à apprendre aux enfants, justement, à casser ces amandes et à les consommer. Il y a les avocats. On est en pleine saison d'avocats. C'est de la matière grasse, en fait. Et en fait, ça permet de nourrir le système nerveux et de le stabiliser. Il faut savoir qu'en général, tout ce qui est gras, d'un point de vue de la médecine ayurvédique, va apaiser notre mental. Donc, chaque nerf qui sort du tronc, en fait, on va dire cérébral, est entouré d'une couche de graisse qui s'appelle la gaine de myéline. Et c'est fait de graisse. Donc, si on manque de gras, en fait, dans notre alimentation, cette gaine peut se détériorer et justement favoriser l'apparition de certains déséquilibres au niveau du système nerveux. Donc, c'est justifié scientifiquement. Ensuite, il y a des plantes médicinales. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais parler de quelques-unes qu'on a déjà entendu parler, comme la clitoria. En Ayurveda, on l'appelle Shankapushpi et c'est une plante qui est très bonne pour pouvoir détendre et apaiser le mental. On a aussi la petite Véronique. Je pense qu'on l'appelle aussi Tipulbois. Ça ressemble à du pourpier en plus petit. Ça, c'est la plante qu'on appelle Brahmi en Ayurveda. On a aussi le Centella asiatica qui est la grande Véronique. Et là, en Ayurveda, on l'appelle, Centella asiatica. J'ai juste retenu le nom latin, ça va me revenir. J'oublie, tiens. Mais on retrouve cette plante sous le nom de grande Véronique. Ce sont des plantes qui peuvent aider à apaiser le mental, en fait. Il y a d'autres pratiques comme, par exemple, se reconnecter à la nature. Il ne faut pas oublier que chaque individu... L'Ayurveda dit que chaque individu est une continuité de la nature. Donc, à force, à chaque fois de nous séparer, de nous isoler d'elle, on rentre dans un déséquilibre. Donc, plus on va renouer avec le lien avec la nature, être dans la montagne, dans la forêt, prendre un bain de rivière, être à la mer. Je pense que nous tous ici avons déjà fait l'expérience de cette connexion. Ça rapporte du bien, même si c'est pas sur tout le long, mais ça contribue en fait à nous équilibrer. Et ça, c'est important. Nous avons la chance de l'avoir gratuitement. Donc, il y a des gens qui vont payer pour venir ici ou faire des cures quelque part. Nous, on peut y aller gratuitement. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, des choses simples qui peuvent nous permettre d'apaiser le mental, des exercices de respiration. Donc, on peut voir quelqu'un qui fait de la sophrologie comme Priska, ou juste apprendre à respirer au bord de la mer. Ça fait toujours du bien. Nous, on dit en Ayurveda que quand on maîtrise le souffle, on apaise le mental. Donc, quand vous sentez que vous êtes stressé, vous êtes agité, il suffit de vous centrer sur votre respiration, votre système nerveux va automatiquement se stabiliser. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est de mettre en place cette pratique pour que sur le long, ça puisse aider. Ça peut être la pratique de la méditation pour ceux qui y arrivent, parce que là encore, il faut pouvoir y arriver. J'ai parlé aussi de la connexion émotionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter à vous pour savoir exactement ce dont vous avez besoin. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez à nos enfants. On aime bien leur imposer un mode de vie ou certaines choses ou certaines pratiques, mais c'est intéressant de les inviter en fait à se questionner eux-mêmes. Tu as besoin de quoi exactement? C'est quoi que tu as besoin? Que je te touche, que je te fasse un câlin, qu'on discute? Il y a des enfants qui aiment parler, il y en a qui n'aiment pas parler. Il y en a qui auront besoin d'être touchés pour être rassurés, pour avoir l'énergie d'ancrage, et il y en a qui ne voudront pas être touchés. Donc c'est intéressant de savoir sur le plan émotionnel qu'est-ce que l'individu a besoin pour qu'il puisse trouver son propre équilibre à lui. D'accord. Alors, justement, on a fini sur la question émotionnelle et du contact de la relation. Qu'est-ce qu'on peut, alors, Monsieur Esser, Andy, Priska, qu'est-ce qu'on peut recommander, justement, pour rétablir, quelque part, un équilibre ou pour préserver aussi un équilibre? Alors, Monsieur Esser, déjà, qu'est-ce qu'on propose à la MDA? C'est sûr que c'est pas évident d'enchaîner après, voilà, parce qu'elle a dit beaucoup de choses très intéressantes. Mais effectivement, à mon niveau, nous à la MDA, donc on est un peu
dans cette philosophie du bien-être des jeunes et de leur famille. Donc ce qu'on propose, justement, comme ça à chaque fois c'est du cas par cas, donc c'est bien de prendre le temps de comprendre ce dont ont besoin aussi bien les jeunes que les parents, et des fois les jeunes et les parents. Et on propose des activités assez variées. On a essayé de réfléchir à des activités qui sont assez larges pour que ça puisse toucher tout un chacun, puisque le but, c'est que ces activités ne sont pas obligatoires, c'est que les personnes aient envie d'y participer. Et elles ont toutes comme intérêt commun de concourir à travailler sur l'estime de soi. Donc on aura des activités où des fois vous croiserez Madame Prisca Mélion-Renette autour de un peu plus introspective, comme de la sophrologie, des activités un peu plus dynamiques. On va trouver de la boxe éducative, de la randonnée, de l'escalade, des choses un peu plus artistiques comme du théâtre d'impro. On va travailler aussi sur la voix avec une comédienne, l'atelier La Voix c'est soi avec Madame Yann Marraine. On a essayé de varier vraiment les activités pour que ça corresponde à un panel, à une hétérogénéité des jeunes et des familles rencontrées, pour donc justement permettre à tout un chacun de travailler sur une bonne estime de soi et en prévention justement de toutes ces situations qui peuvent des fois amener les jeunes à être dans un mal-être. D'accord, alors, Andy. Oui, alors si c'était déjà compliqué de passer à un moment, c'est encore plus compliqué, puisque effectivement beaucoup... mais évidemment, je m'associe à tout ce qui a été dit, évidemment, si on... Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour essayer d'être complémentaire? Je poursuivais mon propos, en tout cas, sur la conscientisation. On l'a vu, là encore, et je le retrouve dans tout ce qui est dit. Et je rajouterais peut-être la connaissance de soi, mais aussi le lien. C'est important dans la période que l'on vit. Glissant disait que nous entrons dans une période qui est de ce rhizome, cette mise en relation. Et là, je suis vraiment à un niveau un peu plus large que juste la façon dont on mange, etc., mais même de point de vue culturel, etc., puisque je parlais de l'individu dans sa globalité. Et je crois que là, pour être complémentaire, c'est ça, c'est peut-être aussi favoriser... par une conscientisation, c'est-à-dire une connaissance de soi intérieure, etc. Donc toutes ces démarches qui sont de l'introspection, ça peut être la méditation, ça peut être de la méditation transcendantale, enfin, etc. Toutes ces démarches qui permettent d'aller puiser en soi et savoir qui l'on est, important. Et puis ensuite, peut-être effectivement consolider d'une manière ou d'une autre cette relation avec la nature et avec les autres. Donc je crois que quand on a cet équilibre-là, ça permet effectivement de créer un écosystème qui soit pérenne et qui soit... bon pour les individus. Voilà. Si je devais être complémentaire, je dirais ça, parce qu'après, c'est du cas par cas, essentiellement. Tout à l'heure, tu parlais, par exemple, de dysfonctionnement alimentaire. Donc, un exemple, avant de s'interroger sur le fait que les aliments soient naturels, etc., et dire ce que mon corps accepte, parfois, quand je dis remonter des choses à la conscience, c'est peut-être se questionner sur pourquoi mon corps accepte ou pas ce genre d'aliments. Il y a des causes autour, parfois, et donc, d'une personne à une autre qui sont extrêmement différentes. Mais le simple fait de se poser la question permet parfois de mettre le doigt sur quelque chose. Pour un individu, ce sera une raison, et pour un autre, ce sera... Et c'est pas naturellement que notre corps nous parle et refuse certains aliments ou pas. Voilà, après, les causes peuvent être aussi totalement médicales, et ça, je ne dis pas, mais je dis simplement que dans cette dynamique de conscientisation, on peut parfois dénicher des liens qui ne sont pas comme ça évidents. Et donc, en complémentarité, je dirais, je sais que parfois, chez nous, c'est compliqué, ne pas hésiter à faire appel à des spécialistes, ne pas hésiter à se faire accompagner. Je crois que c'est important. Et quand je dis ça, c'est pas en étant tapis de marchand, en disant venez à nous, etc. Je crois qu'on a une réticence parfois chez nous, et c'est dommage, on perd du temps. Vous voyez sur ce plateau des personnes, j'ai l'impression, qui avec vraiment une bonne intention sont là pour utiliser des conseils. Et il y en a d'autres ailleurs que sur ce plateau. Ne pas hésiter à juste demander conseil ou aller se faire accompagner. Ça peut être une seule séance, ça peut être des choses des fois un peu plus longues, mais en tout cas ça permet déjà dans un échange d'essayer d'élargir notre état de conscience par rapport à notre état, qu'il soit mental, qu'il soit physique, qu'il soit corporel, émotionnel ou énergétique. Et tout à fait. Alors, avant de passer la parole à Prisca, effectivement, alors on essaie d'apporter quelque part des solutions à tout le monde, apporter de toutes les bourses. Hein. On a dit qu'on peut bien manger, je veux dire même en Bochim, hein, au bord de la route. Il y a des arbres fruitiers partout en Guadeloupe, on peut très bien se servir, n'est-ce pas? Il y en a plein qui pourrissent parfois
Donc c'est à portée de main, quelque part, de bien manger, en tout cas d'arriver à les fruits de saison. Quand c'est la saison, n'hésitez pas à aller cueillir des fruits, etc. Donc, parce que bien souvent, on va se dire, oui, mais bon, voir un spécialiste, c'est de l'argent, c'est un budget, etc. À la MDA, en tout cas, on peut, c'est gratuit. Vous pouvez voir des spécialistes comme vous voulez à la MDA. Puisque voilà, il y a des psychologues, des éducateurs, des éducatrices, vous avez des médecins, enfin il y a des infirmières, tout pour vous accompagner. Donc il y a des solutions à portée de main, à portée de toutes les bourses, n'est-ce pas? Mais donc on a évoqué l'alimentation, bien manger. On a évoqué aussi de retisser le lien. Donc on a vu quand même que les personnes les plus dépressives sont les seniors. Si je peux rebondir juste par rapport à ce que tu dis, rompre l'isolement, c'est voir du monde. Et l'activité physique participe aussi à rompre cet isolement. Ça fait partie de la nutrition d'une certaine façon. Donc, il y a des associations où on peut juste aller marcher dehors et discuter et faire travailler le corps. Le mouvement, justement, aide à travailler sur cet état mental-là. Et donc, l'activité physique, que ce soit en association, même les personnes âgées qui peuvent avoir leur rendez-vous, se dire à 10h, j'ai mon cours de gym, peut participer aussi à améliorer les choses. Donc, alors ça peut être fait à la maison tout seul en regardant des émissions ou regarder des programmes sur YouTube, mais ça peut être fait aussi avec des associations. Il y en a partout en Guadeloupe. Il y a des associations sport santé adaptées pour toutes les bourses et pour tous les besoins. Donc, ça aussi, c'est important. Tout à fait. Donc, il y a effectivement la possibilité de faire du sport. Donc, s'inscrire dans un club, on peut aller marcher en pleine nature. Il y a plein d'associations, on regarde sur les réseaux, qui proposent des marches. On retisse du lien, on rend l'isolement et en plus, on profite de la nature, comme disait Linda. Mais aussi, quand on parle en fait des troubles sur le plan psychologique chez les personnes âgées, il y a quelque chose que j'entends souvent à mon cabinet, c'est que ces personnes âgées sont plus souvent abandonnées par leurs enfants. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre au goût du jour, quoi. Même si vous avez vos vies, essayez au moins de téléphoner. Moi, pendant le confinement, j'ai eu des personnes âgées qui m'appelaient parce que leurs enfants ne les appelaient pas. Je trouve ça complètement... ça m'a beaucoup touchée parce qu'on était tous confinés. Donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... Et en fait, ces personnes se sentent abandonnées par leur famille. Donc, si vous écoutez l'émission, mais essayez au moins une fois par semaine. C'est rien du tout, une fois par semaine. Et souvent, ces gens-là ont au moins 5, 6, 7, 10 enfants. Et voilà, ils se retrouvent isolés à cause de ça. Je pense que c'est pas... Des fois, c'est pas la personne en elle-même, c'est aussi l'environnement qui abandonne, peut-être. C'est l'environnement qui abandonne. Et j'allais venir, c'est très bien que Linda nous apporte cette information, parce que c'est l'idée aussi que l'isolement, c'est quelque chose que nous créons. Nous avons subi, j'allais dire, une période compliquée où nous étions un peu confinés contre notre gré, hein, pas un peu, mais beaucoup, contre notre gré. On n'était plus maître de nos mouvements, de nos déplacements, de nos rencontres, même de s'embrasser, de se toucher. Aujourd'hui, on peut. Donc il faut en profiter, hein, parce qu'on ne sait jamais si on revient dans une situation pareille. L'idée, en tout cas, c'est d'en profiter, mais surtout, j'allais dire, quand je parle de l'isolement que l'on crée, c'est aussi le téléphone qui, a priori, nous lie beaucoup avec les gens de l'extérieur, mais très peu avec les gens qui sont dans notre proximité, qui sont dans notre intimité. Donc, quelque part, il y a aussi, j'allais dire, presque une rééducation. Tout le monde pensait que le monde serait tout virtuel à cause du Covid. Eh ben, il nous a fait mentir parce que tout le monde était, j'allais dire, presque dans un manque cruel justement de contact, de relation. Donc voilà, c'est à nous de trouver l'équilibre et de sortir de cet isolement concret aussi finalement en mangeant ensemble, en déposant le téléphone. Peut-être qu'on devrait limite, j'allais dire presque se créer des règles, de dire quand on est à table, on dépose le téléphone, on éteint la télé, on éteint la télé, on discute, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. C'est important parce que justement quand on parle d'état dépressif ou des problématiques suicidaires, c'est beaucoup cette question où finalement peut-être qu'on passe à côté de symptômes ou de signes parce qu'on ne parle pas suffisamment, on ne se parle pas suffisamment, on ne s'écoute pas suffisamment. Donc c'est un peu aussi une recommandation de dire, voilà, retisser du lien, c'est aussi réapprendre à s'écouter. Et avoir une vraie gratification réelle, pas les pouces, les j'aime, mais quelque part j'ai bien discuté avec mon père, avec ma mère, avec ma soeur, avec mon mari, avec mon compagnon, avec mes enfants. Est-ce
que les enfants ont plein de choses à dire et il faut les écouter aussi. Donc, Prisca, alors les recommandations avant qu'on puisse rendre l'antenne. Alors moi, j'ai envie de dire 2 choses. Le matin, il y a un truc qui est génial, c'est de se lever et d'aller prendre, comme les anciens le faisaient, un café sur la terrasse. Quand on n'a pas la chance d'avoir une terrasse, on s'assoit quelque part et on peut voir les enfants évoluer, ou même les parents ou les gens avec lesquels on vit évoluer. Si on n'a pas cette chance-là, on fait aussi comme les gens faisaient avant. Ils prenaient leur café, ils ouvraient leur porte, ils disaient « bonjour voisin ». Bon, je pense que ça devient important qu'on arrive à revenir, je caricature mais c'est volontaire, à revenir à des pratiques simples. On parlait d'aliments simples, mais moi j'ai envie de dire de pratiques simples. On se réveille, au lieu d'aller surveiller sur Instagram ce que l'autre a fait avant-hier, ça permet de garder du lien. Je garde ce lien-là avec des personnes par ce biais-là. Mais je pense que de façon simple, se lever, prendre un truc à boire, même un verre d'eau, et juste ouvrir ses portes pour respirer, retirer l'odeur de la nuit de la maison, faire circuler les énergies, c'est sympa. Par la suite, peut-être aller prendre le portable 1 heure après, hein, mais prendre ce temps pour soi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. Le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone et d'aller voir les messages, comme si finalement on gérait une multinationale. J'ai envie de dire non. Les 3/4 du temps, les gens ont une activité simple qui ne nécessite pas forcément d'être connecté H24. Et la deuxième chose, donc là, on parle vraiment de communication, d'ouverture aux autres. Quand je parle d'ouverture des portes, elles sont émotionnelles, elles sont parler, dire bonjour et comment tu as dormi, comment tu vas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait plus faire. Ou appeler sa maman, bonjour, je me suis réveillée, t'as bien dormi, ok super, bon, ben, j'y vais, à plus tard. Ça prend 5 secondes et c'est tellement vrai en fait. D'ailleurs, beaucoup moins de temps que ce que pourrait prendre de regarder l'ensemble des posts envoyés par la 50aine de personnes qui ont eu une vie dans la nuit. Donc voilà, première chose. Et la deuxième chose que moi je recommande en tant que sophrologue, Linda, elle a dit, c'est de respirer. Quand je dis ouvrir les portes, c'est juste prendre le bon air du matin. C'est hyper agréable. D'ailleurs, c'est l'air que je trouve le plus sain, ou celui du soir. Et puis sortir, aller marcher, on habite Pointe-à-Pitre, aller marcher un peu, faire un petit tour, dire bonjour aux voisins. C'est comme ça que ceux qui habitent dans les villes font. Et quand on ne peut pas manger, quand on n'a pas la chance d'avoir un petit jardin, on peut sortir aussi, prendre son cabas, tout le monde en a un maintenant, et faire le tour, même de Pointe-à-Pitre, hein, observer, il y a du moringa à Bergevin, il y a des graines de chic au rond-point Miquel, donc on peut faire son gel, hein, pour les personnes qui aiment faire les babyères, là. Il y a de l'aloe vera. Voilà, il y a de l'aloe vera, il y a des mangues, il y a des fruits à pain, sur la place de la Victoire, je pense. Bref, en faisant un petit tour, on voit les voisins, on dit hello, c'est gratuit, hein, ça mange pas de pain, et on peut surtout faire son marché, c'est gratuit. Moi, c'est quelque chose que je recommande quand on a une petite bourse. Ça, c'est pour et je finirai en disant que même le soir, quand on sort de l'école, on peut aussi aller faire un tour avec les enfants. Les gens le faisaient beaucoup avant. Sur la place de la Victoire, sur la place de la mairie du Moule, ou, je sais pas, à Anse-Bertrand, où que l'on puisse résider, aller faire un tour et dire bonjour aux gens. Ça, c'est une chose que j'ai transmise à ma fille qui est offusquée quand on ne lui répond pas. Je lui dis, mais c'est pas grave, en fait. Tu dis juste bonjour. Et la personne, en fait, tu te rends pas compte à quel point tu lui as illuminé sa journée parce qu'elle a tellement perdu l'habitude qu'on s'adresse à elle de façon gratuite que ça lui donne quelque chose de positif. Et tu donnes ça et c'est gratuit, en fait. N'attends pas de retour. Et je pense que commencer par ça, juste ouvrir ses portes, ouvrir ses poumons, aller faire un tour. Et vous verrez que ça va modifier votre façon de vivre parce que votre voisin va remarquer qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sorti. Peut-être qu'il y a un souci. Bien sûr. Donc voilà. Donc là, on va malheureusement devoir rendre l'antenne, mais donc notre conclusion, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a des problématiques en Guadeloupe, comme partout ailleurs, hein, aussi à cause de la crise, qui ont été exacerbées, mais qu'on a des solutions qui sont simples, finalement, pour arriver à y remédier et se préparer à confronter à d'autres problématiques. On sait qu'il y en aura d'autres. Simplement, comme on dit, profiter du bon moment, des bons moments, parce qu'il y aura toujours des mauvais moments. Donc, profiter des bons moments, c'est déjà manger ensemble, hein, retisser le lien familial, déposer le téléphone, reconnecter la connexion
j'allais dire dans le vif, dans la vie, quoi. Le vivant. Voilà, dans le vivant. On a parlé du vivant, manger vivant aussi, c'est-à-dire, on parle pas manger, quand on dit manger vivant, c'est pas forcément manger végétal, c'est manger vivant, c'est-à-dire vous achetez de la viande chez le boucher, vous allez chez le pêcheur, sur la darse, vous allez acheter, vous pouvez cueillir des fruits partout, on est en Guadeloupe. On n'est pas à Paris, c'est-à-dire on peut trouver des fruits et légumes partout, des plantes, des herbes, voilà, qu'on peut cuisiner chez soi. Essayer de limiter, on avait dit, les produits industriels ou la junk food, ou même la restauration, même le restaurant. Manger au restaurant tous les jours, c'est pas bon. Manger au restaurant, c'est bon, ça fait du bien, c'est convivial, mais en même temps, c'est gras, c'est cuisiné pour que ce soit onctueux, etc. C'est pas fait pour manger tous les jours, a priori. Donc, il y a des choses simples pour permettre, comme disait Prisca, justement, de retisser du lien, d'être en conscience, en fait, des autres, parce que finalement, en prévenir le suicide, c'est aussi, surtout, être à l'écoute des autres, de l'autre, enfin de soi et des autres. Donc dire bonjour à son voisin, ça permet demain, si vous avez un problème, que le voisin se pose la question, parce que j'ai pas envie de tomber dans la morbidité, mais ça arrive qu'il y a des gens qu'on retrouve 3 jours après, parce que finalement, peut-être qu'ils n'ont pas de contact tellement avec leur voisin. Donc voilà, retisser du lien, manger sainement, essayer toujours de revenir vers les autres aussi, c'est-à-dire si il y a des moments, peut-être qu'on va traverser des moments difficiles pendant l'année, toujours se retourner vers l'autre, qui est proche, la famille, papa, maman, les cousins, un frère, une sœur, un ami, un spécialiste. On a plein de spécialistes ici. Et l'idée, c'est que voilà, nous ne sommes pas seuls et qu'il ne faut pas justement créer cette solitude. Voilà, on peut aller contre la solitude et être à l'écoute les uns des autres pour prévenir. C'était donc nos recommandations ce soir, pour bien préparer l'année, faire une bonne rentrée, et être en conscience les uns des autres en Guadeloupe et ailleurs. Donc, on va revoir quand même le numéro de la ligne d'écoute, prévention suicide, si vous avez besoin de parler. Donc voilà, c'est le 598 717, donc c'est un portable, et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez aussi le site, on peut revoir la page du site en ligne, prévention suicide 971. La ligne d'écoute anti-suicide. Donc vous avez le numéro et vous pouvez aussi envoyer un mail à contact@prévention-suicide. Je sais plus si c'était org ou com. Je vérifie, excusez-moi, pour être sûr de ne pas donner de mauvaises informations. C'est prévention.org à la fin. Voilà, donc vous avez toutes les informations. On remercie donc la ligne d'écoute d'avoir soutenu ce magazine, Amalgame Humaniste, qui est notre partenaire officiel à Arc-en-Ciel, Action Logement. On remercie Canal 10 de nous offrir justement cette fenêtre et je remercie mes invités d'être venus ce soir. Vous pouvez donc les contacter. On a vu tout à l'heure la carte de Linda Gobendos, mais Myriam Laurence, elle est au CHU. Je suppose qu'on peut prendre rendez-vous. Alors, il faut passer par le standard, demander le service diététique pour une consultation externe. Après, nous travaillons surtout avec les patients en consultation externe, ceux qui ont été hospitalisés. Moi, j'interviens en neurologie, en cardiologie et parfois en oncologie aussi. Mais évidemment, ils peuvent appeler si vraiment ils veulent se tourner vers nous. Donc, Linda, on va revoir le numéro. Si vous voulez contacter Linda Gobendos pour la médecine ayurvédique, on va voir la carte de visite. Voilà. Praticien Ayurveda, vous avez le numéro. N'hésitez pas à appeler si vous voulez justement creuser un peu de ce côté. La MDA, elle se situe donc au Meurthe-Verguin, aux Abîmes. Donc vous voyez, c'est pas loin des établissements scolaires. Il y a tout un tas de solutions qui peuvent vous être apportées gratuitement. C'est quand même le service public. On remercie d'ailleurs donc la hiérarchie de Monsieur Esser. Vous avez permis d'être là ce soir. Vous êtes aussi, on avait dit, Place du Carmel, à Basse-Terre. Donc, si vous avez besoin de vous rapprocher de la MDA avec vos enfants, en famille, voilà, vous avez cette possibilité. Monsieur Andy Thomas, vous êtes à Pointe-à-Pitre. Non, mon cabinet est à Jarry, pas loin d'ici en plus. Et puis, on trouve sur les réseaux. Andy Thomas, c'est NDYTHOMAS. Vous allez me trouver sur les réseaux. On peut prendre contact comme ça ou alors au 06 90 729 769. 729, c'est facile à retenir. 729 769. Et Prisca Mélorinette, qui est éducatrice spécialisée, sophrologue libérale. Donc, le numéro de téléphone. 06 90 17 19 81 ou 17 1981. Je pense que c'est une année qui parlera à bon nombre de personnes. Sinon, vous allez sur le site d'Amalgame Humaniste et vous demandez et vous laissez un petit message, on vous répondra.
Voilà, donc le site d'Amalgame Humanis. Alors, Amalgame Humanis, c'est un projet aussi pour rompre l'isolement des seniors, justement, qui a commencé avec le festival qui a eu lieu à Duval. Et donc, il y aura d'autres activités. Et le mois prochain, notre prochaine émission, on aura plus d'émissions que la mensuelle, a priori, donc on vous dira ça en temps voulu. Mais la prochaine émission, 9 octobre, deuxième dimanche du mois, portera justement sur ces naissances et longévité, donc dans le cadre de la Semaine Bleue. Et on va donc discuter avec nos seniors. Voilà, donc bonne soirée, merci de nous avoir suivis et à très vite.